J'ai été fondamentalement un enseignant tout au long de ma vie. Je suis aujourd'hui à la retraite. J'ai été professeur à l'université de Nanterre, après avoir dirigé un important institut sur l'histoire de l'islam à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc je suis spécialiste de l'islam du Moyen-Âge et en particulier d'Al-Andalus, où précisément s'est épanouie la personnalité d'Ibn Hazm dont nous allons parler. Alors, Ibn Hazm est né je donne les dates en temps universel, il est né en 994 et il est mort en 1064. Donc, pour l'essentiel, c'est un homme du XIe siècle. Il est né à l'apogée, on peut dire, de l'Espagne musulmane ou de l'Andalus, à l'apogée du califat des Omeyyades, hein, sous le règne du dernier grand calife, Hicham II, et surtout sous le ministériat, on peut dire, sous le gouvernement de fait du fameux Al-Mansour, ce Al-Mansour qui a mené des dizaines de campagnes victorieuses contre les chrétiens du nord de la péninsule. Il vit donc son enfance, le début de sa vie, jusqu'à une quinzaine d'années à peu près, dans l'opulence, dans la paix, dans la sérénité. Son père était ministre. Et par conséquent, il y a quelque chose qu'il va relater dans le Collier de la Colombe, il y a quelque chose d'heureux et presque d'insouciant dans les débuts de la vie d'Ibn Hazm. Et puis brutalement, il a 15 ans, lorsque la guerre civile éclate en Al-Andalus, c'est-à-dire que le régime des fils d'Al-Mansour, Al-Mansour avait cédé son pouvoir de ministre, de principal ministre de Hajeb, comme on disait alors en Al-Andalus à ses fils, et le pouvoir des fils d'Al-Mansour s'effondre, et avec lui, le califat des Omeyyades, de fait, une guerre civile commence, une fitna, comme on dirait plus exactement en arabe, commence entre les différentes factions de l'armée, en fait. Hein. C'est à l'intérieur de l'État que la fitna se déchaîne, entre en particulier les effectifs berbères de l'armée, qui étaient extrêmement puissants et nombreux, grâce auxquels Al-Mansour avait réussi à mener l'essentiel de ses expéditions militaires vers le nord, et les effectifs dits slaves, c'est-à-dire en fait les esclaves soldats d'origine européenne, qui sont la domesticité immédiate du calife. Et donc cette guerre civile va durer de nombreuses années. En fait, le califat va y succomber. Le dernier calife de Cordoue disparaît en 1031. Ibn Hazm a à peu près 35 ans à ce moment-là. Et on pense que c'est vers cette époque-là, hein, vers la fin du califat, qu'il a écrit ce livre un peu étrange, hein, le Tawq al-Hamama. Alors ensuite, le Collier de la Colombe. Et donc ensuite, il aura une très longue carrière de juriste, une carrière de, si on peut dire théologien, on va dire théologien, hein, c'est ce qu'on appelle le kalam en arabe. Hein. Et c'est un homme, c'est une personnalité intellectuelle tout à fait considérable de la vie andalouse. Il est en conflit, cela dit, à peu près avec tout le monde. Hein. Il avait un caractère très difficile et des positions politiques et théologiques extrêmement fermes. Mais il n'en reste pas moins que, même s'il a été relativement marginalisé par le milieu, en particulier par le milieu des oulémas, des hommes de religion malikites à son époque, il est resté, aussi bien en Orient qu'au Maghreb, et en particulier la grande dynastie maghrébine, la plus grande dynastie du Moyen-Âge, la dynastie des Almohades, a été extrêmement admirative de son œuvre et de sa pensée. Si nous conservons pratiquement aujourd'hui la totalité des œuvres d'Ibn Hazm, en tout cas une grande majorité des œuvres d'Ibn Hazm, donc une masse assez considérable d'écrits, c'est grâce aux Almohades qui l'ont fait recopier systématiquement et qui l'ont étudié systématiquement. Ibn Hazm a donc vécu une révolution très douloureuse qu'il a expulsé de sa maison, qui a ruiné sa famille. Son père a été emprisonné, il avait été ministre du régime déchu et donc il a été arrêté, emprisonné pendant la révolution de Cordoue. Ibn Hazm lui-même a été obligé de quitter Cordoue. Il s'est engagé
toute sa vie durant d'ailleurs, pour la restauration du pouvoir des Omeyyades. Il n'a jamais renoncé à sa fidélité politique aux Omeyyades, alors pourtant que, visiblement, l'autorité des Omeyyades ne pouvait pas être rétablie en Al-Andalus, en particulier parce que, en effet, d'abord, dynastie berbère idrisside, donc venue du Maroc, s'était substituée aux Omeyyades pendant quelques années à Cordoue, mais surtout parce que le pays a éclaté en taïfas, ce qu'on appelle les rois des taïfas. Taïfa en arabe veut dire un morceau, hein, une partie, et donc le mot est passé en espagnol, on parle de mulukatawaef, donc les rois des parties, ou de reyes des taïfas en espagnol, dans l'historiographie espagnole. Et ces taïfas se sont divisés, il y a une trentaine de principautés qui sont nées sur le territoire de ce qui avait été le califat de Cordoue en Espagne, qui représentait à peu près les 2/3 de l'Espagne, pas seulement l'Andalousie. Hein, c'est une grande majorité du territoire de l'Espagne et du Portugal d'ailleurs, qui est sous l'autorité du califat de Cordoue jusqu'en 1009. Et il y a même une part importante du Maghreb, hein, c'est-à-dire le Maroc et l'ouest de l'Algérie sont aussi dépendants d'une manière ou d'une autre de Cordoue, en particulier les villes et un certain nombre de tribus où justement les Andalous vont tirer les soldats, les guerriers qui sont nécessaires à leurs armées. Le collier de la Colombe est sans doute l'une des deux grandes œuvres d'Ibn Hazm. L'autre, la plus connue de son temps et à l'époque des Almohades, c'est probablement ce livre qui est en fait fait de traités différents qui ont été compilés et composés ensemble et qu'on appelle le Fissal. Fissal veut dire en arabe tout simplement les chapitres, hein, et parce que ce sont en réalité des traités indépendants, mais c'est une immense histoire des croyances religieuses, ce qui est extraordinaire. Hein. Miguel Asín Palacios, le grand historien et arabisant espagnol qui le traduit au début du XXe siècle, dit que, il était prêtre, hein, Asín Palacios, et il dit qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'Occident l'équivalent de ce Fissal avant le XIXe siècle en fait. Il exagère peut-être un peu. Déjà au XVIIe siècle, on commence à avoir en Occident des histoires générales des religions, mais elles sont sans doute moins élaborées que celles d'Ibn Hazm, qui dispose des bibliothèques et des renseignements que le califat a accumulé à Cordoue au Xe siècle, justement parce que le calife Al-Hakam a constitué sans doute une des plus grandes bibliothèques du monde musulman, et le fait qu'un Andalou soit aussi informé des réalités, par exemple du christianisme oriental, tient aussi à cet effort considérable que les califes de Cordoue ont pu faire à ce moment-là. Alors, l'autre grande œuvre, effectivement, c'est le Tawq al-Hammam, c'est ce collier de la Colombe, qui rassemble à la fois la quasi-totalité de la poésie d'Ibn Hazm, et c'est en effet un très grand poète. Très étrangement, il s'est probablement, à la fin de sa vie, lorsqu'il s'est tourné vers la théologie et vers le droit, interdit la poésie, qu'il considérait comme une activité de jeune homme, en quelque sorte, hein, une activité frivole. Et donc, le collier de la Colombe est le conservatoire de sa poésie. Et puis, c'est un livre, évidemment, d'une finesse, d'une subtilité psychologique absolument extraordinaire. Ce qui est assez extraordinaire aussi, il faut le dire, c'est que nous n'avons, à ma connaissance, toujours qu'un seul exemplaire restant du collier de la Colombe. Il est à l'université de Leiden. Il a été acheté en Orient, probablement en Syrie, au XVIIe siècle par un marchand hollandais qui savait pouvoir le vendre à l'université de Leiden, précisément déjà très intéressé par les études orientales. Et cet exemplaire, c'est une copie du XIVe siècle syrien, et c'est tout. C'est-à-dire que ce livre, qui est absolument majeur à nos yeux dans la littérature andalouse, c'est peut-être le plus grand livre de la littérature andalouse. Ce livre a failli disparaître. Hein. À très peu près, il aurait disparu, probablement parce que Ibn Hazm, si j'ose dire, n'a pas poussé
à sa lecture. Il en parle assez peu. C'est à ses yeux un livre de jeunesse, un livre, je ne dirais pas frivole, certainement pas, puisqu'il termine par une réaffirmation très abrupte même de la loi islamique, mais il y arrive par des voies tout à fait étranges, tout à fait subtiles, comme très souvent chez Ibn Hazm, c'est un penseur d'une très très grande subtilité. Alors, c'est assez curieux parce qu'on peut se demander si Ibn Hazm a voulu donner une portée universelle au collier de la colombe. Mais après tout, une œuvre n'appartient plus à son auteur dès lors qu'elle a été écrite. Et c'est une chose tout à fait caractéristique que dès que, en particulier, le phénomène n'est pas très éloigné de celui d'Ibn Khaldoun finalement, dès que l'Europe a connu cette œuvre, c'est un très grand arabisant hollandais, bien sûr, puisque ça se trouvait dans la bibliothèque de l'université de Leiden, qui s'appelait Dozy, Reinhard Dozy, qui a découvert cette œuvre au XIXe siècle. Dès que l'Europe a découvert cette œuvre, elle l'a totalement conquise. Alors pourquoi ? Fondamentalement parce que Ibn Hazm fait probablement dans ce livre la métaphore de la guerre civile à travers la métaphore de l'amour. Hein. Comme le savaient les savants, les oulémas du XIe siècle, hein, le mot fitna peut désigner à la fois un trouble politique, mais aussi le trouble amoureux. Hein. On parlait de fitna, c'est le prophète hein, qui a parlé le premier de la fitna des femmes, et en particulier, semble-t-il, de la fitna de Aïcha, qui était sa femme favorite et qui le troublait très, très, très profondément, ou qui troublait très profondément sa vie quotidienne. Et donc, c'est cette métaphore du trouble, à la fois politique et amoureux, que Ibn Hazm reprend, c'est-à-dire qu'il explique l'effondrement politique du califat comme il expliquerait un trouble amoureux. Et donc il part de l'amour, il part de chapitres vécus, hein, si j'ose dire, hein, et en particulier vécus dans son enfance, pour arriver à la rupture avec l'enfance, la rupture avec le milieu protégé de l'enfance, qui est aussi une rupture avec l'amour, qui le conduit à la certitude. Et la certitude, pour Ibn Hazm, c'est la loi musulmane, c'est la société aussi des compagnons d'études. Hein, c'est déjà un monde de ulama, hein, qui se dessine. Et curieusement, le collier de la colombe est aujourd'hui lu probablement un peu à l'inverse. Ce qui nous intéresse le plus, évidemment, dans le collier de la colombe, parce que c'est rarissime dans les lettres anciennes, pas seulement islamiques, mais aussi occidentales. Ce qui est rarissime, c'est le ton autobiographique, ce sont les aventures amoureuses, c'est la présence des femmes, qui est extraordinaire dans le collier de la colombe. Elles sont là et elles prennent très souvent l'initiative amoureuse. C'est le milieu clos dans lequel pouvait vivre un jeune adolescent d'un milieu extrêmement privilégié, bien entendu, Cordouan au début du XIe siècle. Hein. Il y a là quelque chose, on l'a souvent comparé à... on a souvent parlé de l'inspiration d'Ibn Hazm sur la poésie courtoise du XIIe, XIIIe siècle. Mais en fait, c'est moins proche de la poésie courtoise que de l'amour urbain. Et moi, si j'avais quelque chose dont je voudrais rapprocher, ou des œuvres que je voudrais rapprocher de celles d'Ibn Hazm dans la littérature française, par exemple, ce serait plutôt Madame de Lafayette. C'est la princesse de Clèves. Hein. Ça a cette qualité
extraordinaire de subtilité de l'étude, de l'analyse du sentiment amoureux que vous allez retrouver des siècles plus tard dans la littérature française. Et d'ailleurs, la langue est très... Il y a un vrai pari à prendre sur la langue d'Ibn Hazm, comment on traduit, puisque le problème s'est posé pour moi, j'ai essayé de retraduire, d'ailleurs, il avait déjà été traduit, le collier de la colombe. Il avait en particulier été traduit en espagnol, et je pense que le français convient mieux à la langue du collier de la colombe que l'espagnol, parce que le français a précisément toutes ces ressources que la littérature du XVIIe et la littérature du XVIIIe siècle lui ont données pour la qualité, la finesse de l'analyse psychologique. Quelle est la postérité d'Ibn Hazm? Il faut avouer que c'est davantage Ibn Hazm juriste et Ibn Hazm théologien qui s'est imposé plutôt que l'Ibn Hazm du Tawq al-Hammam, mais bien entendu, à partir du 19e et du 20e siècle, il est rentré en masse dans la littérature arabe. Hein. Il faut penser à Taha Hussein, il faut penser aux romans égyptiens modernes, hein, bien sûr, hein, pour se rendre compte, pour mesurer l'influence d'Ibn Hazm dans le monde islamique d'aujourd'hui. Probablement, il a eu, enfin, cette œuvre-là, pas le Fissal, pas son œuvre juridique et théologique, mais cette œuvre-là sur l'amour a eu une période d'éclipse, et que peut-être même une éclipse que Ibn Hazm a lui-même favorisée, en n'en parlant très peu finalement de ce livre de relative jeunesse. Il avait une trentaine d'années probablement quand il a écrit ce livre, mais en revanche, le 19e et le 20e siècle arabe en ont beaucoup parlé, en ont beaucoup hérité, évidemment. Ah, si je peux me permettre, je crois que de donner un souvenir personnel, après tout, le Tawq al-Hammam est un livre de souvenirs personnels. Il est construit à partir d'anecdotes et de souvenirs personnels. Il y a presque 80 anecdotes, mis à part ses poésies, qui sont tout à fait remarquables et tout à fait parmi les plus belles qu'Al-Andalus ait jamais produites. Il y a 80 histoires et anecdotes dans ce livre, et si je peux y ajouter mon anecdote personnelle, je dirais que j'ai rarement ressenti autant de plaisir qu'en traduisant Ibn Hazm. Parce que la subtilité de la langue, lorsque vous êtes obligé de la traduire avec l'aide d'un dictionnaire, il faut être honnête, parce que c'est une langue difficile, extrêmement relevée, mais les sens, la polysémie, comme on dit, la multiplicité des sens que vous pouvez donner à une phrase est aussi grande que dans les textes français les plus subtils. Je parlais de Madame de Lafayette, on pourrait parler des liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos. C'est de l'ordre de cette subtilité de langue et de cette polysémie, comme on dit, de cette multiplicité de sens de langue. Et donc, vous avez une découverte à chaque phrase, ou presque. Hein. Alors, j'espère avoir rendu, évidemment, en français, une part de ce mystère, parce que profondément, c'est un texte mystérieux. J'espère. Hein, j'espère que les lecteurs y trouveront autant de plaisir, en tout cas, que j'ai trouvé à le traduire.